c'est un mauvais procès et un bon procès à la fois. Puisque, effectivement, il y a les portes d'entrée de l'immigration clandestine en France. Elles sont principalement du côté des Pyrénées via l'Espagne et du côté de l'Italie via Menton et les Alpes, en gros, enfin, les Alpes-Maritimes en tous les cas. Donc, effectivement, la police italienne ne fait peut-être pas tout ce qu'il faut pour arrêter les clandestins. La police française, guère plus non plus. Hein. Il y a des passages, le passage se fait. Et Menton n'est qu'une étape dans cette invasion, on va dire. Ouais. Et donc, de ce point de vue-là, oui, effectivement, le procès qui est fait à Giorgia Meloni est réel. Après, il y a Giorgia Meloni, s'attaquer à Meloni, c'est s'attaquer, en gros, à Marine Le Pen. C'est une des manières de montrer pour Gérald Darmanin que... Il y a un sous-entendu politique bien sûr, que les promesses faites par la droite réunie autour d'elle en Italie n'ont pas été tenues et que si d'aventure c'était Marine Le Pen qui était au pouvoir, regardez ce qui se passe en Italie. Les rodomontades italiennes n'ont donné rien et les rodomontades françaises ne donneraient rien si Marine Le Pen arrivait au pouvoir. En gros, c'est un peu ce schéma-là. Et Gérald Darmanin s'est fait une spécialité de s'attaquer à Marine Le Pen. On a vu dans des émissions, à l'Assemblée... Il l'a trouvé trop molle. Oui, il l'a trouvé trop molle. Et donc, il y a une volonté d'exister, de rejouer le match aussi contre le Rassemblement national, contre Marine Le Pen, parce que là aussi... En vue des européennes En vue des européennes dans un premier temps, et 2027. Aujourd'hui... D'installer le match entre elle et lui. Les institutions françaises tournent autour de l'élection présidentielle. Donc l'élection présidentielle finie, l'autre est déjà en vue et on s'y attelle. Donc tous les acteurs politiques n'ont de vue que pour 2027 et sa préparation dès le lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron. Donc s'attaquer à Meloni, c'est s'attaquer à Marine Le Pen. Jacques-Olivier Martin, vous êtes d'accord avec ça? C'est s'attaquer à Marine Le Pen ou c'est aussi... Absolument, c'est de la politique à trois bandes, avec une bande qui était en Italie pour revenir sur la France, très clairement. Je pense que sur la forme, c'est pas forcément très astucieux de déporter le débat comme ça pour s'attaquer à Marine Le Pen. Sur le fond du sujet lui-même, moi je trouve que c'est toujours un peu... c'est une position un peu complexe, assez indéfendable, d'attaquer celui qui est censé tenir la porte d'entrée avec grande difficulté de l'immigration de l'Europe. L'Italie est en première ligne. L'Italie fait face à un assaut important de migrants. Je trouve que là non plus, c'est pas très astucieux. Mais moi, je partage l'analyse d'Albert. On est complètement dans un combat très politique contre le Rassemblement national. Je trouve, et je vais m'arrêter là-dessus, c'est en ce moment, notre gouvernement et Emmanuel Macron font beaucoup de politique. On leur a reproché longtemps d'être très techniques. Là, ils font de la politique, très clairement. Alors, ils font de la... Oui, Pascal. Oui, moi, je trouve que... J'irai un peu plus loin dans la sévérité. Je trouve que pour la deuxième fois, puisque c'est la deuxième fois, qu'un ministre important, le ministre de l'Intérieur du gouvernement français, s'en prenne dans ces termes à un autre gouvernement de l'Union européenne, ça pose problème. Oui. Ça ne se fait pas. Hein, ça ne se fait pas. Et M. Darmanin devrait le savoir. Hein. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'Italie est confrontée, et Giorgia Meloni, en tant que chef de gouvernement, est confrontée à un problème majeur. En un an, la tension migratoire a été multipliée par 4. Hein, bon, et que personne, si vous voulez, les troupes de M. Darmanin seraient à la manœuvre, il serait aussi bon ou aussi mauvais que l'est Madame Meloni. D'autre part, il y a un peu la tentation, vous avez vu, le gouvernement avait un projet de loi sur l'immigration, voilà, ça a été retiré discrètement. J'allais dire, ils n'assument pas vraiment sur le sujet, à commencer par M. Darmanin. Donc il y a un peu, là aussi, on détourne l'attention. Regardez ce qui se passe de l'autre côté de l'Italie. Ça a des effets extrêmement pervers. Que le ministre des Affaires étrangères de l'Italie, M. Tajani, qui est l'ancien président du Parlement européen, ancien commissaire européen, qui est un homme d'une grande modération, d'une grande qualité, ait été obligé d'annuler sa visite diplomatique en France, c'est vraiment pas un plus
non pas pour l'Italie, pour la France. Mais pour la France, ouais. C'est vraiment pas un plus pour la France. Donc je trouve là, et je crois que Mme Borne, de manière subtile, a remis M. Darmanin à sa place. Ouais. En disant c'est pas vous qui déterminez la politique que nous avons avec nos grands partenaires, et l'Italie fait partie des grands partenaires européens de la France. Alors, d'autant qu'il faut Alors, on va laisser parler Marie. Pourquoi est-ce que Gérald Darmanin est allé chercher l'Italie? C'est parce qu'il y a 42 000 personnes qui ont débarqué en Italie depuis le début de l'année. 4 fois plus que la même période l'année dernière. 4 fois plus, et sur ces 42 000, 50% viennent d'Afrique francophone. Et donc, Ivoiriens, Guinéens, ce sont des gens qui veulent venir en France. Exactement, donc des gens qui veulent venir en France. Il y a des passages à travers les Alpes, et c'est pour ça que Gérald Darmanin, sans le justifier, est allé parler d'Italie. Et effectivement, c'est aussi un combat politique, parce qu'il répondait, il faut se souvenir pourquoi il a fait cette saillie où il a accusé Giorgia Meloni d'être dans l'incapacité de traiter le problème de l'immigration. C'est parce que la veille, il répondait en fait à Bardella, Jordan Bardella, qui avait accusé le gouvernement d'avoir fait exploser les chiffres de l'immigration. Donc il était sur la défensive. Et c'est vrai que lui, son projet de loi immigration, qui était son gros projet, a été reporté à l'automne. Donc il est en position de défense. De défense, oui. Alors reporté à l'automne, d'ailleurs, on n'en sait trop rien, parce que c'est le discours de Madame la Première ministre qui dit à l'automne, et puis le président de la République qui est revenu dessus en disant mais il est toujours, et ça se fera en une seule fois et non pas en 2 fois. C'est assez flou pour dire la vérité. C'est compliqué pour le gouvernement parce c'est ambivalent. Il y a à la fois une demande des Français pour plus de sévérité, les Français tenant l'immigration pour responsable des problèmes de délinquance, de beaucoup de problèmes. C'est un coût aussi qui avait été chiffré par la Cour des comptes à plus de 6 milliards d'euros par an. Donc, on parlait de sujets économiques juste avant. Et en même temps, on entend aussi des chefs d'entreprise qui disent dans une période de pénurie de main-d'œuvre, il faudrait régulariser des clandestins. On a besoin d'une main-d'œuvre de travail, il y a des gens qui travaillent, qui sont bien intégrés, qui n'ont pas de papier, on aurait besoin de les légaliser. Et donc, c'était d'ailleurs prévu dans le projet de loi de Gérald Darmanin. Albert. Je voulais rebondir sur ce que disait Pascal Perrineau, sur la lutte qui existe au sein du gouvernement entre Elisabeth Borne et Gérald Darmanin. Gérald Darmanin a clairement pour ambition d'avoir des responsabilités plus fortes. Quand on est ministre de l'Intérieur... De remplacer éventuellement Mme Borne. Hein. Il y a un précédent. Hein, donc, en 2007, il y a un ancien ministre de l'Intérieur qui est devenu président de la République. Oui, président. Donc, mais il y avait une étape, et pour Nicolas Sarkozy, déjà, il y avait la volonté d'occuper Matignon, ce qui n'a pas été possible. Mais en tous les cas, Gérald Darmanin, il est clairement à la manœuvre pour être... celui qui pourrait remplacer si Bruno Le Maire ou si un autre faisait défaut. Donc, il y a, et Elisabeth Borne le sait, et quand elle peut lui mettre un petit coup, elle n'hésite pas à le faire, et à le faire savoir. Et donc, pour ça, l'unité gouvernementale n'est pas aussi forte que l'on croit au sein du gouvernement d'Elisabeth Borne. Oui, surtout que c'est un sujet aussi qui clive à l'intérieur de la majorité, de l'immigration. Oui, mais il faut savoir aussi que c'est un sujet qui est partagé par la population. 70% des Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. 50% des électeurs et sympathisants LFI trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France. C'est-à-dire que c'est un sujet qui ne clive pas. C'est un sujet qui est c'est les solutions qui clivent. Oui, voilà. Et en tous les cas, mais sur le thème, il y a une unité nationale. Les retraites, on ne voulait pas le faire parce que on avait peur que c'était censé diviser la France. Ça ne le divisait pas. L'immigration pourrait être un thème fédérateur. Malheureusement, le gouvernement n'entend pas parler pour encore. Oui, et en plus, est-ce que c'est vraiment dans les préoccupations des Français un des sujets, Pascal Perrineau, qui vient en tête ? Non, pour l'instant, non. Pas pour l'instant. L'immigration n'est pas le sujet qui vient en tête. Les sujets qui restent en tête, ce sont des sujets à dimension économique et sociale. Bien sûr, la hausse des prix, le niveau des salaires, la question du chômage reste, parce que pour le chômage des jeunes, la question reste tout à fait entière. Le gouvernement, en abordant la question tout à fait importante de l'enseignement professionnel, c'est une manière de s'y attaquer, parce que ce sont les jeunes faiblement diplômés qui restent avant tout sur le bord du chemin. Donc les Français, ils ont ces problématiques,
là en tête. Juste après, en effet, arrive la question migratoire. Mais la question migratoire, on s'aperçoit aussi que les Français ont parfois, j'allais dire, une opinion plus nuancée que certains politiques qui l'utilisent de façon extrêmement radicale. Parce qu'en effet, à partir de ce phénomène migratoire massif, les Français se posent des questions, en effet, sur la délinquance, ils se posent des questions, en effet, sur l'intégration, la capacité d'immigration extrêmement lointaine à s'intégrer tout simplement dans la société française. Ça, ce sont des questions qui préoccupent les Français. Sur le terrain économique, les Français sont plus subtils que cela, d'une certaine manière, parce qu'ils se rendent bien compte que nous sommes, c'est encore plus le cas en Italie, dans des pays qui vieillissent énormément, dans lesquels il y a de moins en moins de population active, et que dans certains secteurs, les patrons italiens comme les patrons français, on le voit en particulier dans tout le secteur des fruits et légumes, ont besoin de main-d'œuvre immigrée. C'est la même chose d'ailleurs pour les patrons espagnols. S'il n'y avait pas, en effet, de main-d'œuvre immigrée, ça poserait un problème, et essentiellement maghrébine pour ces pays, ça poserait un problème tout à fait majeur. Donc les Français se rendent bien compte que aussi une partie de l'immigration, j'allais dire, occupe des emplois qui ne sont pas objectivement occupés par des Français. Donc quand on prétend accéder, j'allais dire, aux plus hautes responsabilités, il faut aussi avoir le sens de l'équilibre, de la nuance, et ne pas utiliser ce thème qui est hautement inflammable de manière excessivement démagogique. Bien sûr. Alors justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils ont profité de ce débat, les Républicains, justement pour s'affirmer, et de s'affirmer de façon assez précise, aujourd'hui même, à l'issue d'une réunion qu'ils ont eue ce matin, pour dire on est porteur d'une proposition de loi sur l'immigration et d'une autre proposition de loi qui consiste à réformer la Constitution pour justement revoir les grands principes qui encadrent l'immigration en France. Est-ce que c'est une bonne idée de la part des Républicains de s'affirmer sur ce créneau-là? Alors, ils étaient tellement en manque de propositions, que d'entrer dans le débat avec des propositions sur des sujets, vous le disiez, Pascal Perrineau, qui sont concernants, même si ce n'est pas les premiers sujets, mais la problématique de l'immigration, entre autres choses. Donc moi, on peut penser que c'est le meilleur moyen de pouvoir reconstruire auprès des Français, ou en tout cas de la droite, de se montrer constructif. Ça, moi, je pense que indéniablement, ça va dans la bonne direction. Voilà, c'est un premier pas. Moi, je ne vous cache pas que je n'ai pas vu le contenu exact, donc je ne sais pas en quoi c'est original. C'est peut-être aussi ça qu'il faut... Le projet de loi constitutionnel, proposition de loi constitutionnelle, c'est pour pouvoir passer par le référendum dans certaines dispositions. La proposition de loi classique, c'est... donc le référendum, ça serait sur les quotas, ça serait sur diverses modalités d'encadrement de l'immigration. Et l'autre, ça serait principalement sur les obligations de quitter le territoire et sur l'intégration. C'est une manière de sortir du carcan européen et la Convention européenne des droits de l'homme qui oblige de respecter les normes, c'est la fameuse hiérarchie des normes, donc la Constitution doit respecter les traités européens et donc qui empêche la France d'utiliser des armes constitutionnelles ou législatives pour lutter contre l'immigration clandestine et le retour des irréguliers hors du territoire national. Mais je reviens plus généralement, la droite n'a plus que comme outil idéologique de différenciation avec le macronisme, c'est autour du régalien. Donc, c'est sur ces sujets-là. C'est sur ces sujets-là. Donc il faut absolument que si elle veut s'en sortir, que la droite puisse exister. Se distingue sur ces sujets-là. Le gouvernement avait un projet, on ne sait pas encore s'il sera cet automne ou plus tard ou plus tôt, mais qui est sur les deux jambes, à la fois répression, en gros fermeté sur l'immigration, et puis sur les clandestinités. Et concernant le travail, un peu de souplesse et sur les deux jambes du macronisme, donc et sur le même temps, donc à la fois dur et doux. Et là, la droite revient avec un projet plutôt dur, donc revenir à lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Alors justement, il y a
un exemple qui est montré à l'envi aujourd'hui, c'est l'exemple danois. Les Danois, il y a 20 ans, ont commencé à s'intéresser de très près à l'immigration. Ils ont refusé le traité de... Sociodémocrates. Ils ont refusé le traité de Maastricht dans un premier temps, et puis ils sont venus à la charge. Ils ont réussi à s'extraire de certaines dispositions européennes. Est-ce que c'est transposable à la France ? Pascal? Oui, bien sûr, puisque le Danemark est une puissance importante de l'Union européenne, ce qui a été fait par la gauche danoise. Oui. Parce que le problème, c'était en effet que la gauche danoise, qui est un courant important, se disait « nous avons perdu ». Question que pourrait se poser le Parti socialiste en France, nous avons perdu toute notre substance populaire. Parce qu'en effet, la base ouvrière, employée, couche populaire, qui était l'électorat habituel de la social-démocratie danoise, était partie ailleurs, en particulier vers des partis de type nationaliste et populiste. Et une femme qui d'ailleurs représentait l'aile gauche de la social-démocratie danoise a décidé de faire autrement. Elle a décidé de se mettre à l'écoute de cette ancienne base électorale et de dire on va essayer de mettre en œuvre une politique ferme, juste, mais ferme vis-à-vis des flux migratoires afin de les réguler et d'éviter au maximum l'immigration clandestine. Ça a été une réussite totale, puisque lors des dernières élections, elle a connu même une hausse, elle a reconquis toute une partie de cet électorat, elle a connu une hausse sensible de sa base électorale. Donc, ce qui a été fait au Danemark, oui, peut être fait en France, même si, bien sûr, les frontières françaises, ce n'est pas les frontières danoises, et qu'il faudra un jour ou l'autre... L'histoire n'est pas la même aussi, voilà, on a un passé colonial aussi. Bien sûr, et qu'il faudra un jour ou l'autre se reposer le problème du contrôle, j'allais dire, aux limites de l'Union européenne. Parce qu'on revient sans arrêt sur le cas italien, sur le cas grec, sur le cas espagnol, selon les affaires, parfois, c'est vrai, sinistres et dramatiques, qui se passent en Méditerranée. Mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est véritablement de reposer la question que pose Frontex sans les moyens, c'est-à-dire d'un véritable contrôle aux frontières de l'Union européenne. Tant que cette question n'aura pas été posée, on n'arrivera pas à résoudre véritablement le problème des flux migratoires dans les 27 pays de l'Union européenne.